Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendants. Je suis Marjorie Véron et j'accompagne les zèbres et hauts potentiels à développer un projet qui leur tient à cœur en les aidant à le clarifier, le structurer et le développer concrètement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ongas van Ricker, qui est astrophysicien spécialiste de la neurophotonique. Ongas, merci beaucoup d'accepter cette invitation. Est-ce que je peux vous demander de présenter rapidement votre parcours, peut-être professionnel pour commencer? Bonjour Marjorie, merci. Je crois qu'en fait, non, il faut commencer par le parcours normal parce qu'en fait, voilà, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, comme tout le monde, je suis né, sauf que je suis né avec une maladie orpheline, donc intestinale, très handicapante et je n'ai jamais été opéré par rapport à cette maladie, puisqu'à l'époque où je suis né, il y a plus de 50 ans, c'était inopérable. Donc aujourd'hui, on l'opère et donc je fais partie des rares personnes encore vivantes à cet âge-là, ayant toujours cette maladie, installée. Ça s'appelle la maladie d'Hirschsprung. Donc passons. Et je suis né avec un autre syndrome qui est le syndrome d'Asperger qui a été détecté, très, très tard dans ma vie puisque pareil, à cette époque-là, à plus de 50 ans, quelqu'un qui naissait avec, une vie un peu particulière, ben, personne ne le relevait. Donc je vais passer les détails de santé, de voilà, qui est le fait de découvrir et de vivre avec, une maladie digestive importante et qui m'empêche de manger comme tout le monde, qui est une bonne chose parce que du coup, j'ai une nourriture saine. Je ne sais pas ce que c'est que la junk food, je n'ai jamais mangé dans un McDo par exemple et je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un burger. Donc ça a des avantages, mais c'est aussi des inconvénients au niveau social. Donc, donc voilà, je passe les hôpitaux, les examens médicaux et cetera. À 8 ans, suite à différents examens, on relève que je suis une personne hyper anxieuse, avec un niveau d'anxiété donc anormal, mais sans plus puisque bon, on ne sait pas trop comment traiter ça, à cette époque-là. Voilà. Donc les problèmes de santé ont continué, de plus en plus importants avec, des troubles neurologiques et des troubles, au niveau encéphalé, très, très importants avec des migraines basilaires très, très fortes, constantes. Donc, voilà, vomissements constants plusieurs fois par semaine, quasiment tous les jours en fait. Donc ça a duré longtemps. Donc voilà, toute mon enfance, elle tourne autour de la maladie qui m'a valu un surnom à l'école primaire. Donc surnom utilisé autant par les professeurs que par les élèves, celui de mort-vivant et d'imbécile heureux. Voilà. Donc j'étais la bête noire où tout le monde me tapait dessus, donc le bouc émissaire. J'étais toujours dans mon coin, toujours tout seul, à m'amuser tout seul, sans aucune relation avec les autres. Pour ça, mes parents ont trouvé une chose géniale, donc je suis né dans un milieu militaire. Donc ça, c'est important parce que, bah, c'est peut-être grâce à eux que j'ai réussi à, on va dire, à cacher un peu mes handicaps. Donc, dans le sens où, heu, dans une éducation militaire, on a des cadres hyper stricts. Pour un Asperger, le cadre, c'est très important, mais jusqu'à une certaine limite. Dans ce cadre militaire, voilà, l'éducation de mon père, c'est si tu perds tes mains, bah, tu continueras de marcher. Si tu perds tes jambes, bah, tu continueras à ramper. Bah, si on te coupe le tronc, si on te coupe tout, tant que tu es en vie, bah, tu continueras, en gros, de te la fermer et exécuter le travail que tu dois faire. Donc voilà, système d'éducation particulier. Donc mon père m'a demandé de faire des arts martiaux. Donc on m'a inscrit à l'âge de 5 ans, dans les arts martiaux. Donc très intéressant. Mais j'ai continué à me faire taper dessus, n'utilisant pas les arts martiaux parce qu'on m'avait dit qu'il fallait pas. Ça, c'est le côté très, hein, en dehors du tatami, interdiction d'utiliser les arts martiaux. Donc à l'école, j'étais en dehors du tatami et je me prenais tout sur la figure. Donc c'est effectivement une enfance un petit peu particulière, et puis une enfance aussi de déménagement important. Donc j'ai beaucoup déménagé, mon père étant haut gradé, tous les 2 ans, pour le maximum. Mais une fois, on a déménagé 3 fois en 1 an.
Donc, ça veut dire changer d'établissement scolaire, changer d'amis. Donc c'est pas facile d'avoir des relations. Mais ce qui est étonnant, c'est que partout où j'allais, le même surnom restait, alors que les gens ne se connaissaient pas. Dès que j'arrivais quelque part, mort-vivant et imbécile heureux. Donc, au moins une chose est sûre, c'est que je suis heureux, même si je suis un peu imbécile. Donc au niveau de mes études, ben voilà, mes études, c'est beaucoup de coups dans la tête de la part de tout le monde, des insultes de la part des élèves, de la part des professeurs. Donc pas facile de prendre sa place. Jusqu'au jour où effectivement, mon père en a eu assez. Alors ça a commencé, on va dire dès l'âge de 8 ans, où mon père m'a dit: «Maintenant c'est fini, tu es un grand. Quand tu dis bonjour, et ben, tu arrêtes de regarder par terre en remontant tes chaussettes et en mettant la main en l'air comme ça pour dire bonjour. Donc tu dois regarder les gens droit dans les yeux». C'est J'ai compris bien plus tard que pour un Asperger, c'est quelque chose de vraiment pas facile. Mais voilà, éducation faisante, si on ne le fait pas, bah, c'est la discipline militaire, donc il y a pas le choix. Donc effectivement, j'ai appris petit à petit à, dire bonjour normalement aux gens. J'ai appris, on m'a forcé, difficile pour moi de faire une conversation, de parler avec les gens. Donc, on m'a dit: «Tu dois être poli. Donc, si tu passes devant quelqu'un, tu dis: "Pardon"». OK, donc dès que je passais devant quelqu'un, je disais: «Pardon». Enfin, c'est voilà, autant de choses qui naturellement n'étaient chez moi, c'est pas quelque chose de naturel, voilà. Donc, mon père, au fur et à mesure que j'ai grandi, mon père avait aussi des fonctions de plus en plus importantes, ma mère aussi. Donc, dans le système militaire, l'apparence est très importante. Donc pas le droit de faire de crise, pas le droit de, manifester son mécontentement, pas le droit de montrer ses émotions. Pour un aspi, c'est compliqué parce qu'on ne les sent pas, mais on les exprime quand, il y a le trop-plein. Donc moi, mon trop-plein, ça a été quoi? Ça a été la maladie. Donc en fait, les problèmes de santé que j'avais se sont de plus en plus accrus parce que je les exprimais à travers la maladie. Ne pouvant pas les exprimer autrement, ne pouvant pas, on va dire, péter un câble, rentrer dans une crise, refuser en fait ce qu'on m'imposait. Donc du coup, je déclenchais des problèmes de santé extrêmement importants et graves où à ce moment-là, ma mère avait l'obligation de s'occuper de moi. Et donc de me sortir quand on était dans des cérémonies importantes, des représentations officielles et cetera. Moi, je ne supportais pas, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit, ça bougeait dans tous les sens, c'était insupportable pour moi, donc je déclenchais une maladie et donc voilà, ou des vomissements, des céphalées énormes, des vertiges, des pertes de connaissance, et donc du coup, on était obligé de me sortir de là et là, j'étais content parce que je retrouvais ma chambre. Comme je disais souvent, on rentre à nos maisons, hein, Mmh. on rentre à nos maisons. Donc effectivement, c'est voilà, c'est une enfance un peu particulière, mais qui justement m'a orienté au niveau professionnel de certaines manières, vous allez comprendre pourquoi. Et donc l'adolescence, on a envie de dire presque comme tous les adolescents, mais peut-être encore plus enfermé, sur moi-même. Donc je m'intéressais à des sujets, on va dire très techniques. Et je me suis mis à explorer, plein de souterrains. Je me suis mis à découvrir des choses de la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, enfin, à vivre isolé, loin de la civilisation. Parce que quand on est dans des souterrains, dans des galeries, on n'est pas en contact avec les gens, on n'est pas en contact avec le monde extérieur. Donc une manière à moi de me protéger de voilà. Les arts martiaux, je continuais toujours. J'étais même malheureusement à mon plus grand insu parce que je n'aimais pas me battre, donc je faisais de la compétition, parce que j'étais formateur aussi, donc ceinture noire de plusieurs, disciplines d'arts martiaux et donc je faisais beaucoup de compétitions et je les gagnais pratiquement tout le temps. Donc alors que je n'aimais absolument pas me battre. Mais bon, c'était comme ça et puis je suis arrivé en terminale. Donc, et là, j'ai eu un accident dans l'école avec un professeur. Lors de sport, j'avais choisi judo pour le baccalauréat. Facile, étant ceinture noire de judo, c'était facile pour moi. Et voilà, je considérais que les gens, en fait, que moi j'étais un peu idiot,
à force peut-être d'entendre imbécile heureux, on se prend un peu pour un idiot. Et comme j'étais tout le temps différent des autres et que tout le monde me mettait à part, ben, je me suis dit: «OK, les gens sont plus hauts que moi, les gens sont meilleurs que moi, les gens ils savent comment faire, moi je comprends rien à rien. Donc si le professeur enseigne le judo, c'est qu'il sait faire, alors on va être gentil». Puis en fait, ça s'est très mal terminé et je me suis retrouvé à l'hôpital avec des gros dégâts, éventration, intestin qui est passé à travers la paroi abdominale, enfin bon, des conséquences non négligeables qui a nécessité intervention chirurgicale, etc. Et j'ai fait une première expérience, donc j'avais 17 ans et demi, qui est une expérience de mort imminente, puisque ça s'est mal passé à l'hôpital après l'intervention chirurgicale. Elle s'est très bien passée, 4h30 d'intervention, mais il y a eu une problématique avec la morphine, donc entre le changement d'infirmière et je me suis retrouvé à faire une overdose et à décéder sur la table par overdose de morphine. Donc j'ai fait cette expérience très intéressante euh, que j'ai renouvelée 2 fois dans ma vie par la suite, avec une vision différente, qui est celle, on va dire, du scientifique après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de cet accident, on m'a bien fait comprendre que je ne pourrais plus jamais refaire de sport à haut niveau. Donc il n'y avait pas que les arts martiaux que je faisais, hein. Je faisais beaucoup de sports, voilà, le ski, de la plongée sous-marine que j'ai commencé très tôt aussi. Donc effectivement, je suis quelqu'un de très sportif parce que le sport, alors en dehors du judo, du karaté, du aïkido, du close combat, enfin de ces sports de combat, en dehors de ça, tous les autres sports étaient des sports solitaires. Moi, j'ai jamais fait de football, par exemple. J'ai jamais même tapé dans un ballon. J'avoue que pour moi, c'est incompréhensible. Oui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour moi, le football fait partie de ces sports qui, bon, peut-être qu'un jour j'expliquerai, mais bon, c'est pas le propos. Et effectivement, donc je faisais comme voilà, du ski, de l'alpinisme, de la plongée sous-marine. En fait, j'ai toujours travaillé en solo, même avec la plongée. Donc c'est théoriquement pas conseillé, mais effectivement, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de sports solo et des sports extrêmes en solo. Donc après ce premier accident, les médecins ont dit que c'était plus possible et que si je quittais mon fauteuil roulant, je marcherais toute ma vie avec des béquilles et qu'en plus je serais stérile. Puisque bon, ça avait touché cette sphère-là aussi et qu'ils étaient obligés de me recoudre tous les petits canaux, entre autres l'urètre, l'épipidymine, enfin bon, etc. Donc il a fallu tout me refaire, hein. Le tronc, il a fallu le réparer entièrement. Donc sans prothèse, c'était une première mondiale. Ils ont utilisé tous mes muscles en utilisant mes fesses, enfin différentes parties de mon corps pour reconstituer. Cette page étant tournée, c'est ça qui est très intéressant, c'est que je me suis dit, si à 17 ans et demi, quelque part ma vie s'effondre, mon avenir, voilà, si je reste toute ma vie sur un fauteuil roulant ou si je ne peux plus effectivement avoir une activité normale, déjà que ma vie était pas très glamour, qu'est-ce que je vais faire dans le futur et quel sens donner? Alors, j'écrivais beaucoup déjà à cette époque-là. Beaucoup de personnes me considéraient comme un puits de science. Malgré le mort-vivant et l'imbécile heureux, j'étais quand même considéré comme un puits de science. Et ce que je me suis dit, c'est que si la vie avait un sens, je vais devenir une bête à concours, puisque l'année du baccalauréat, c'est aussi l'année des concours, si on continue dans l'université ou des écoles d'ingénieurs. Je me suis dit, je vais devenir une bête à concours et je vais étudier la science, parce que peut-être que la science me donnera une réponse à l'absurdité ou non de la vie. Et si la science n'a pas de réponse, je vais étudier aussi la philosophie et la théologie. Parce que si on ne trouve pas dans la science, peut-être qu'effectivement, dans cette voie-là, je pourrais trouver une réponse. Donc du coup, j'ai commencé à orienter ma vie, non pas pour faire des études, pour faire un travail, mais j'ai fait des études simplement pour répondre à une question. Quel sens donner à ma vie? Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, au niveau de la profession, c'est un peu particulier, parce que du coup, je n'ai pas vraiment de métier, j'ai plutôt plein de métiers. D'autant que du coup, je me suis adapté, c'est-à-dire que, voilà, je vais donner un exemple, je n'ai pas les moyens de m'acheter une maison, alors je vais la construire par moi-même.
Donc pour ça, je vais apprendre la maçonnerie, je vais apprendre l'électricité, je vais apprendre la charpenterie, je vais apprendre la plomberie, je vais apprendre le chauffage. Donc j'ai construit 15 maisons dans ma vie. Donc, en partant des plans d'architecte, de l'étude d'ingénierie de structure et en faisant tous les corps de métier. Donc c'est pour ça, définir exactement mon métier, ben non, c'est les opportunités de la vie. Voilà, j'ai pas les moyens de réparer ma voiture, alors je vais apprendre la mécanique et du coup, je vais aller, réparer les voitures. Donc c'est pour ça que j'ai été, soudeur, j'ai travaillé comme soudeur, j'ai travaillé comme mécanicien auto, les mécaniciens hydrauliques, j'ai travaillé comme maçon, j'ai tra voilà, en fait tous les métiers, comme plongeur aussi, comme femme de ménage, homme de ménage, on va dire. Parce qu'il faut bien manger dans cette société et que c'est pas facile. Donc du coup, voilà. Donc, en parallèle, j'ai fait les études, j'ai toujours continué les études. J'ai étudié pendant très longtemps, plus de 13 ans à la faculté. Mais en même temps, je travaillais parce qu'il fallait bien payer les études. Et pour pouvoir payer les études, il faut travailler. Donc, ce sont tous ces boulots que j'ai fait à côté. Euh, donc voilà, donc c'est pas un métier, c'est plein de métiers. Et puis j'ai jamais pu garder un métier aussi en tant que tel parce que bon, même si un Asperger adore la routine, faire tout le temps la même chose, c'est pas franchement passionnant. Donc parce qu'on a toujours envie enfin en tout cas moi, j'ai toujours envie de découvrir quelque chose et surtout de donner un sens. Si les choses n'ont pas de sens, pour moi, il n'y a aucune raison de les faire. Donc du coup, j'ai commencé les études scientifiques par les classes préparatoires, maths sup, maths spé, ensuite école d'ingénieur. Ensuite, j'ai continué, donc astronomie, astrophysique. Entre les deux, j'ai fait de la recherche médicale pour moi-même, pour essayer de découvrir la maladie que j'avais. Donc à 21 ans, on a pu identifier. Donc en fait, j'ai trouvé euh, bon, je peux le dire, ça a prescription. Je me suis fabriqué une fausse carte d'étudiant en médecine. Donc voilà, j'étais très très doué à cette époque-là, qui m'a permis pendant 2 ans de bénéficier de la bibliothèque de la faculté de médecine de Necker à Paris, pendant que j'étais en école d'ingénieur. Et donc, du coup, pendant tout mon temps libre, j'allais à la bibliothèque pour faire des recherches par rapport en fait à ma maladie intestinale. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette maladie, puis ensuite qui a été confirmé au niveau médical, donc par des différents examens cliniques. Donc malformation qu'on avait découvert à ma naissance, mais pour lequel en fait on ne savait pas trop ce que c'était que cette maladie. Donc la maladie, 20 ans plus tard, a été identifiée, connue, elle commençait à être opérée aux États-Unis, pas encore en France. Et donc quand j'ai découvert voilà, cette symptomatologie particulière, donc de comment il fallait faire, comment on pouvait vivre avec cette maladie. Et voilà. Donc moi, en fait, concrètement, j'ai fait de l'instinctothérapie. Donc tout ce qui était bon à manger pour moi, je le mangeais. Tout ce qui me rendait malade, je ne mangeais pas. C'était simple. Voilà. Donc, et ça m'a très bien convenu. Du coup, je suis toujours vivant, toujours là. Donc voilà. Donc j'ai poursuivi ensuite avec astronomie, astrophysique. Et en parallèle de tout ça, dès mes classes prépa, j'ai fait philosophie. Donc au départ, philosophie générale, puis ensuite philosophie orientale, philosophie des sciences. Et puis j'ai commencé aussi, et j'en ai fait quand même presque 7 ans, donc de la théologie, théologie catholique, théologie protestante, et je me suis spécialisé sur les religions orientales. Voilà, tout ça, est-ce que ça a répondu à la question du sens de la vie? Non, alors je continue de chercher. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les grandes lignes. C'est vrai que c'est un peu particulier. Les accidents, donc mes maladies se sont stabilisées, mais j'ai cumulé accident sur accident, 12 traumatismes crâniens. Voilà, donc 3 graves avec perte de connaissance plus ou moins longue. Et donc voilà, des fractures diverses un peu partout, 3 fractures de la colonne vertébrale, les genoux fracturés, les chevilles, le torse, le sternum, les côtes, enfin voilà, j'ai cassé tout le bonhomme de A à Z. Donc jamais subi de chirurgie, intéressant. Je me suis tout réparé par moi-même, intéressant. Comme quoi c'est possible, il y a des solutions et elles existent. Considéré par le monde médical comme étant complètement fou. Voilà. Bon, ça, c'est une chose. Bon, quelqu'un qui se plaint, voilà, je me plains par exemple d'une douleur, on me dit que c'est débile. Et puis après examen médicaux, on découvre qu'en fait, mince, le type il avance, il a une fracture dans la colonne vertébrale et on se demande comment il fait pour tenir debout. Donc, par exemple, voilà, j'ai toujours une vertèbre de cassée qui est en travers, donc qui est plantée dans la moelle épinière, un disque qui a vrillé, cassé en deux, vrillé, qui est dans la moelle épinière.
Et ben, j'essaye d'aller nager tous les jours. Malgré ça, voilà, je bouge, je vis, je marche. Officiellement, non, mais j'ai pas fait ce choix, c'est tout. Et c'est vrai que voilà, c'est particulier. Et puis, ben, depuis 7 ans, je n'ai plus aucun accident, plus aucune maladie. J'ai terminé effectivement par un accident relativement important, surtout les conséquences, donc, et un AVC. Donc, il fait que je me suis retrouvé hémiplégique, tout le côté droit paralysé. Perte de la mémoire quasi totale, perte donc d'énormes difficultés pour s'exprimer, pour aligner des mots les uns derrière les autres dans une certaine cohérence. Pareil, impossibilité de me réorienter. Donc, si je sortais de 100 mètres de la maison, c'était fini. Si je la perdais de vue, je ne pouvais pas rentrer parce que je ne savais pas où j'étais. Donc, possibilité de conduire, de marcher, voilà. Donc ça, c'était il y a 7 ans, c'était le 18 janvier 2014. Donc, la première attaque le 16 janvier, deuxième attaque fatale le 18 janvier. Voilà, donc 7 ans plus tard, j'ai récupéré toutes mes capacités, presque toutes mes capacités cognitives. Je parle correctement le français, je le réécris correctement. J'ai passé mon temps à faire plein de mathématiques, de physique, de biologie pour réapprendre tous les jours. Réapprendre à marcher, réapprendre à manger, réapprendre à vivre. Alors c'est vrai que j'ai eu quelqu'un à côté de moi qui a passé presque 5 ans de sa vie à 24 heures sur 24 à me soutenir, à me soigner, à s'occuper de moi, parce qu'un légume, voilà, les médecins, après mon AVC, les médecins avaient dit qu'il me restait plus que 6 mois, grand maximum. Donc, trois médecins, dont 2 professeurs qui ne s'étaient pas du tout vus, avaient déclaré ça. Et ben voilà, toujours pareil, pas fait le choix de la médecine conventionnelle. Donc la personne qui était à mes côtés, Marouchka, donc que vous avez déjà eu, et donc Marouchka Tsironikov, et qui est une chamane aussi, entre autres. Et donc effectivement, elle s'est énormément occupée de moi, plus la neurophotonique que j'applique tous les jours. Voilà, je me fais mon programme anti-âge, j'ai un programme que j'appelle anti-âge et que je fais tous les jours. Donc, a priori, ça a l'air de me réussir, hein. Là, ce matin, on m'a encore dit que je ne faisais pas mes 53 ans. Donc, voilà, tant mieux. Donc voilà, c'est une vie un peu, je passe beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites, mais voilà, je suis ce qu'on appelle un résilient, c'est ça. Donc voilà, 3 expériences de mort imminente, des gros accidents, une personne qui théoriquement, ou je ne devrais pas être de ce monde, ou en tout cas pas dans cet état-là. Et voilà, un AVC, on a du mal à en remonter. J'ai eu un gros souci il y a quelques années aussi, en 2012, avec mon pancréas et ma prostate, donc truc classique, du cancer, tout simplement. Donc, pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie, soigné uniquement en neurophotonique avec des très fortes doses. Donc là, c'est des trucs qu'on ne donne même pas, nous, à nos clients. Donc, voilà, c'est autant de petites choses. Merci pour ce résumé d'un parcours de vie intense, clairement intense et plein de rebondissements et surtout d'aventures, mésaventures. C'est très inspirant de voir la capacité de résilience dont vous avez réussi à faire preuve. Vous avez parlé d'auto-guérison et notamment de questions de choix, de faire le choix de s'auto-guérir. Est-ce que pour vous, ce serait ça la clé de la résilience? Je pense que oui, je vais vous donner le meilleur exemple qui est le dernier, celui avec mon AVC. Donc quand j'ai commencé, je suis resté 2 mois et demi dans le black hole, le trou noir, 2 mois et demi de trou noir dans ma vie. Pour un astrophysicien, donc en cosmologie, ma spécialité, j'avais pris, c'était les trous noirs. J'ai voulu l'expérimenter. Donc, en fait, dès le moment où j'ai commencé à reprendre conscience, que j'ai pris conscience que c'était la fin, qu'il ne me restait que quelques mois à vivre, et c'est Marouchka qui m'a dit, si tu veux, tu as 2 possibilités. Je crois que ça va bien résumer. Elle m'a dit: «Tu as la possibilité de vivre ou tu as la possibilité de mourir. En tant que chamane, je suis habilité à te suivre dans les 2 voies. Si tu veux vivre, je vais t'apprendre à vivre. Si tu veux mourir, effectivement, je vais t'accompagner dans la mort». Et là, je lui ai dit: «OK, vivre,
Mais dans quelles conditions? Je bave, je suis un légume, je ne peux plus rien faire, j'ai plus aucune capacité cognitive. Je fais comment pour vivre? C'est quoi mon avenir? J'ai même pas de pension, j'ai rien du tout. Enfin, j'ai toujours une petite pension d'invalidité, c'est tout ce que j'ai. Mais, je veux dire avec une interdiction de travailler. En France, je n'ai pas le droit de travailler. C'est pour ça que je ne suis plus en France. Donc c'est vrai que la question, elle est là, c'est être confronté à un choix, c'est où je choisis de vivre, ou je choisis de mourir. La mort est simple, la mort est douce. Je l'ai exprimé 3 fois, je peux le garantir, la mort est douce. La souffrance qui est avant la mort, c'est pas obligatoire. Normalement, tout être humain devrait mourir avec simplement un arrêt progressif du cœur et on devrait mourir en bonne santé. Mourir, ça fait partie de la vie. La mort, c'est le terreau de la vie. Sans la mort, il ne peut y avoir de vie. Et être confronté à ce choix, c'est d'accord, ok, alors la vie, la mort est douce, mais la vie n'est pas si douce. Et moi, la vie m'a montré qu'elle était franchement pas douce. Mais vivre, c'est bien, mais vivre comment? Et là, dans ce choix qu'il y a à faire, bah, j'ai envie de dire, faut accepter de lâcher prise. Faut accepter de ne rien contrôler. Et Marouchka m'a dit, si tu veux vivre, je vais t'apprendre à vivre autrement. Alors je lui dis comment? Elle me dit, mais j'en sais rien. J'en sais rien. C'est toi qui vas le faire. Oui, mais je suis même pas capable de faire une addition, je suis plus capable de faire d'équations. Tout mon boulot, tout ce que je faisais avant, bah, tout s'est effondré parce que je suis plus rien aujourd'hui. Je peux même plus travailler sur un chantier, je peux même plus construire quoi que ce soit, je suis invalide. Elle me dit, si tu décides de vivre, tu peux choisir une autre voie. Laquelle? Je ne sais pas. Mais tant que tu ne l'as pas fait, tant que tu n'as pas essayé, tu ne pourrais pas le savoir. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu as le choix. Ou tu meurs, ou tu vis. J'avoue que ça n'a pas été facile et qu'il m'a fallu plusieurs semaines avant de prendre la décision. Parce qu'en fait, on est confronté en permanence avec simplement nos peurs. Nos peurs, l'image que l'on a vis-à-vis de la société aussi. Comment on fait pour s'en sortir dans cette société si on n'est plus rien? Qui suis-je si je ne suis plus qu'un légume? C'est rigolo. Ça me renvoyait effectivement à l'expérience que j'avais eue dans ma jeunesse, où on m'avait dit bah, c'est fini, vous ne pourriez plus refaire du sport. Je signale qu'après cet accident, 2 ans après, je remettais du ski et je repartais en ski extrême. Bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a effectivement c'est quand même cette interrogation. Et puis, bon, ben voilà, j'ai eu mon AVC, j'avais 45 ans. 45 ans, c'est pas 20 ans. À 20 ans, on se remet plus facilement des choses qu'à 45. Donc du coup, voilà. Et puis, il y avait quand même une petite chose qui était importante dans le choix de vie, c'est que j'avais une personne qui m'aimait. C'est une c'est horrible ce que je vais dire dans ma vie, mais pour moi, c'était nouveau. Quelqu'un qui avait un amour désintéressé et sincère. Quelqu'un qui vous aime et qui est capable de dire: «Si tu dois mourir, je t'accompagnerai dans la mort. Si tu dois vivre, je t'accompagnerai dans cette vie, si tu le veux». Quand j'ai eu mon AVC, ma famille, ils se sont tous jetés sur moi pour récupérer les héritages, pour récupérer, tout ce qu'ils pouvaient récupérer. Ils se sont pas intéressés sur comment je pouvais aller. Absolument pas intéressé sur comment on peut l'aider dans sa maladie, comment on peut l'aider dans son cheminement vers la mort. Rien à foutre. Ce qui les intéressait, c'était de récupérer mes entreprises, c'était de récupérer mes biens. Voilà, avec mon ex-femme, j'étais en séparation des biens, donc elle, ce qui l'intéressait, c'est que si je mourais, elle récupérait tout. Donc il y avait surtout intérêt à ce que je meure. Donc et c'est voilà. Par contre, là, j'avais une personne qui m'aimait sans aucun intérêt, juste de l'amour. De l'amour gratuit. Mes parents, ils n'ont pas de l'amour gratuit envers moi. Ils ont uniquement un amour désintéressé. Il a fallu cet AVC pour que je découvre en fait la facette de mes parents. Et c'est quelque chose qui m'interpelle, qui m'a interpellé. Mais là, voilà, j'avais cette possibilité d'expérimenter une autre vie que je ne connaissais pas, que je n'arrivais pas à conceptualiser, à imaginer, et ça, stimulé par un amour gratuit. Alors j'ai accepté. Voilà. Et j'ai accepté, voilà, mais ça veut dire qu'après,
C'est pas facile. Ça veut dire qu'il a fallu, parce que c'est ce qu'elle m'a dit en poussant mon petit fauteuil, elle me dit: «Bon, bah, écoute, c'est super, c'est bien ta décision, mais je te préviens, hein, moi le fauteuil, je vais pas le pousser longtemps, hein. Alors tu as intérêt à te lever et de marcher». Et ça, je veux dire, c'est quelqu'un m'offre de l'amour gratuitement, qu'est-ce que je peux lui offrir de plus gratuitement que simplement être pleinement qui je suis? Mmh. Et donc, je veux dire, ça a été une stimulation, c'est voilà, prendre le stylo, prendre des papiers et puis allez, on recommence des multiplications, des divisions, on les pose, puis on commence à attaquer les dérivés, les intégrales, voilà, et on recommence tout et puis on va réapprendre à écrire. Alors au début, quand j'écrivais, avec l'ordinateur, là maintenant, quand je reprends les courriers que j'écrivais il y a 7 ans, 6 ans, 5 ans, c'est assez hallucinant, je vois que les mots sont à l'envers, ou ils sont mal écrits, ou des mots sont attachés ou détachés, alors qu'à l'époque, je ne le voyais pas. Mmh. Donc mais voilà, donc il a fallu apprendre. Maintenant j'apprends l'anglais, c'est pas mince à faire, voilà. Donc c'est la résilience, c'est d'abord se donner sans se donner un réel objectif, mais simplement, en fait, une direction et c'est les choix que l'on fait et surtout le fait d'acter ses choix. J'aurais pu choisir de rester sur le fauteuil où j'ai pu décider, en fait, et j'ai décidé effectivement de me lever. J'ai décidé de reprendre effectivement, je fais du vélo aussi, voilà, je conduis aussi bien à droite qu'à gauche. Donc, je veux dire, c'est autant de possibilités. On a tous ça en nous. La seule chose, c'est qu'est-ce que je veux maintenant, pas demain, parce que demain, on n'en sait rien. Qu'est-ce que je veux maintenant? Comment je vais acter ce que je veux maintenant? Il y a beaucoup de gens pour qui répondre à cette question, c'est assez difficile parce que de par une suradaptation, une éducation, un milieu dans lequel on a pu évoluer, on s'est un peu coupé, voire beaucoup coupé de nos véritables envies et besoins. Comment on fait pour répondre à cette question? Qu'est-ce que je veux maintenant quand on est complètement coupé de ce qu'on est au plus profond de soi? La première des choses, c'est, essayer. Je dis bien essayer, c'est pas facile. Donc, ça demande des semaines, des mois, voire des années de travail, de se couper de l'environnement conscient déjà. C'est-à-dire l'environnement conscient le plus proche, c'est sa famille. C'est pas forcément ne plus avoir, mais prendre conscience de l'influence qu'elle peut avoir sur nous. Ensuite, effectivement, le monde professionnel, si on a une activité professionnelle. Donc, et parce que c'est la deuxième, le plus proche de nous. C'est vrai qu'il y a la famille, donc ça peut être simplement le conjoint, ses propres enfants, après ça peut être ses parents, ça peut être des cousins, enfin voilà. Et ensuite, c'est l'environnement professionnel. Puis ensuite, c'est le troisième niveau, c'est l'environnement social, je veux dire le pays, mondial, et cetera. Donc il y a des choses l'extérieur, c'est beaucoup plus simple à faire. Donc couper, c'est quoi? Bah, on n'est pas obligé d'avoir de télé, on n'est pas obligé d'écouter la radio, on n'est pas obligé de suivre les news. Donc déjà, tout ça, on peut se couper et puis aller se rapprocher de la nature. Ça, c'est vital. C'est quelque chose qui est essentiel. Donc, et donc de voilà, de toucher la terre, toucher alors je regarde là-bas parce que là, c'est la mer, je vois la mer là, c'est Ah. magnifique. Donc j'ai le green de la falaise, juste un petit bout de green et puis pouf, c'est tout de suite, donc c'est la mer, donc le soleil, c'est voilà, il faut se donner les moyens. Alors les gens me disent: «Ouais, mais tu as de la chance». Non, j'ai pas de chance, j'ai saisi cette chance. Je pouvais rester effectivement dans là où j'étais, ou je pouvais décider de faire quelque chose ailleurs. Oui, mais c'est de la folie. Oui, c'est de la folie. C'est accepter de quelque part de tout perdre, parce que quand vous avez tout perdu, c'est là que vous pouvez tout gagner. Donc c'est accepter d'aller voir de ce côté, donc c'est un travail de conscience, hein, de conscientiser, ce qui a pu Complètement. nous influencer et ce qui peut nous empêcher aujourd'hui de nous autoriser à nous écouter et on en parlait un petit peu, avant l'enregistrement, de cette part d'ombre, de tout ce qu'on a mis dans l'ombre et qu'on ne voit pas parce qu'on a mis de la lumière que devant et qu'on ne voit pas forcément, toute la part, plus sombre qu'il peut y avoir derrière, c'est ça? Tout à fait. Cette part sombre, les gens ont peur de l'obscur. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la partie consciente, donc la partie cognitive, la partie consciente, c'est juste le haut de l'iceberg. Ça représente qu'une petite quantité. La partie consciente, à l'heure actuelle, elle baisse chaque année, donc depuis à peu près 30 ans. Donc, au niveau cognitif, ça se mesure, hein. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 8. C'est-à-dire que la majorité des gens, on est sur une moyenne à peu près de 8 de conscients. Tout le reste est géré par
non pas, il n'y a pas de divisibilité entre conscient, inconscient, subconscient. Donc la seule divisibilité qu'on a, c'est qu'on a le conscient, puis on a inconscient, subconscient, c'est qu'une seule sphère. Donc le subconscient lui est engrammé depuis le moment où un spermatozoïde a rencontré un ovule et qu'on a eu la première division cellulaire. Depuis ce moment-là, durant les 9 mois de grossesse, on a une engrammation extrêmement importante de choses qui vont structurer complètement notre ADN dans son domaine physique, physiologique, mais aussi dans son domaine émotionnel. Donc les interconnectivités, parce que dans la chaîne ADN, il y a des connexions qui sont et qui ne sont pas faites. Certaines vont être activées, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique durant la vie, d'autres vont être désactivées. Et on a des stress émotionnels qui peuvent aussi les activer ou désactiver. Donc on a tous le même dépôt, sauf que certains vont être plus actifs ou pas actifs. Selon l'expérience qu'on a dans l'intra-utérin, on va avoir effectivement des capteurs avec, par exemple, une pathologie qui va apparaître à la naissance ou une prédisposition génétique qui, lorsqu'on se retrouve avec une agression extérieure, va s'activer immédiatement, le système épigénétique. Donc, on va naître avec ces dépôts. Tous ces dépôts ne sont pas conscients. On est vraiment dans la partie subconsciente. La partie subconsciente, on va la considérer comme étant la partie obscure. Si vous prenez l'image de l'univers, c'est exactement la même chose. Les gens parlent de lumière. Oh là là, il faut être sous la lumière, il faut être sous la lumière, il faut être un être de lumière. Non, 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 non. Observez l'univers. L'univers, c'est 0,0056% de matière qui s'exprime à travers la lumière. Tout le reste, c'est l'énergie sombre, c'est la matière noire, c'est tout ce qui est obscur. C'est la plus grande des forces. Mais ces deux s'équilibrent en permanence. Elles vibrent à des très hautes fréquences, ce qui fait que tout nous paraît stable, solide. Je suis sur une chaise, je ne passe pas au travers. Pourtant, si je regarde au niveau atomique, eh ben, en fait, c'est rempli de vide. En fait, pas tout à fait. C'est rempli d'une énergie. Cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie sombre, la matière noire. Donc, on est là dans des forces qui sont considérables. Dans notre subconscient, on a effectivement toute une part, cette art obscur, c'est comme Platon dans la caverne, si vous voulez. Si on ne regarde pas l'ombre, jamais on peut percevoir la lumière. Dans tous les textes anciens, il est dit, comme par exemple dans la Bible, il est dit, vous ne pouvez regarder Dieu en face, c'est-à-dire non pas Dieu en tant que tel, en tant que personne, c'est ça qui est intéressant, il faut replacer ces textes dans leur contexte, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais regarder la lumière en face. Si aujourd'hui, n'importe qui regarde le soleil directement, sans un appareil de protection, la personne va être aveugle. C'est-à-dire quel plaisir elle va avoir à être dans la lumière? Aucun, puisqu'elle n'en aura même plus la perception visuelle dans l'expérience de matière dans laquelle on est. Donc, regarder la lumière, c'est pas possible. Par contre, si l'on se retourne, on va voir en fait l'ombre. C'est notre ombre qui nous donne la direction. Quand vous marchez avec le soleil dans le dos, c'est là que vous savez si vous êtes aligné ou pas aligné, en fonction de l'angle que fait l'ombre par rapport à votre corps. Si vous êtes aligné, vous êtes face à votre ombre. Et plus vous allez être face à votre ombre, plus le soleil, dès le moment où la lumière est à la verticale, plus votre ombre va se réduire. Alors que si vous n'êtes pas sur le moment, c'est-à-dire si vous êtes en décohérence avec ce que votre subconscient, votre être plus profond est, vous allez avoir votre ombre qui va se décaler. Donc tant que vous n'observez pas l'ombre qui est en vous, tant que vous n'allez pas chercher effectivement la part obscure qui est en vous, qui est révélatrice de la lumière et de la place qu'est la lumière dans votre vie, jamais, jamais vous pourrez être aligné et axé. Donc, dès le moment où vous prenez conscience, donc c'est un travail intérieur, alors on a tous une ombre unique. Voilà, donc Lucky Luke qui tirait plus vite que son ombre, je veux dire, voilà, mais ce n'était pas une autre ombre, c'était bien la sienne, sauf que lui, il avait un peu d'avance par rapport à son ombre, c'est tout. Et nous, on a ce chemin-là à faire, c'est-à-dire accepter d'aller voir, ben, pas le monde des bisounours, la réalité du monde. Le monde aujourd'hui, ce n'est pas des licornes à paillettes qui se promènent de partout, c'est pas, non, 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 on s'aime tous, l'avenir de l'humanité, c'est l'amour. Oui et non. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Déjà, il faut le définir. Qu'est-ce que c'est qu'un amour réellement désintéressé? Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Donc voilà, j'en ai fait l'expérience, il m'a fallu attendre 45 ans pour découvrir ce que c'était. Donc souvent, c'est pas du tout, pour ne pas dire même la majorité du temps, ce n'est pas du tout au sein de la famille que l'on découvre ce qu'est que l'amour. Et ça choque beaucoup de personnes quand je dis ça. Donc, de la même manière, il y a un dépôt religieux qui est important. Le dépôt religieux nous a créé la dualisme, la dualité. Descartes nous a rajouté une couche supplémentaire, donc pour vraiment bien signifier que c'était séparé. Alors que si l'on observe, il n'y a aucune dualité, il n'y a toujours qu'une unité. Et cette unité, c'est juste un équilibre permanent, à très haute fréquence, qui fait qu'on a la sensation d'une stabilité. Donc, toute la part d'ombre qui est en nous, en fait, c'est la lumière. Parce que dans la caverne de Platon, si l'on est capable de voir l'ombre,
C'est parce que la caverne est éclairée. C'est donc que l'ombre est révélatrice de la lumière. Ce n'est pas la lumière qui révèle l'ombre, c'est l'ombre qui révèle la lumière. Donc, dès le moment où on accepte de faire ce travail en fait au plus profond de nous, on découvre ce qu'est la lumière. Parce que l'ombre nous la révèle, alors à partir de ce moment-là, on peut poser les jalons de la vie, c'est-à-dire celle qui nous fait être des êtres vivants, des êtres qui actent la capacité qu'on a à être vivant dans cette expérience matérielle. Après, après la mort, moi je défie quiconque qui me dise exactement ce qu'il y a après la mort. Surtout que j'en fais 3 expériences de mort imminente, je suis capable effectivement d'en parler et surtout d'éviter de dire des conneries qu'on entend un peu partout, à droite et à gauche, de gens qui imaginent dans le pseudo-monde religieux, la famille qu'on rencontre, la lumière que l'on croise, etc., etc. Les gens ne connaissent pas trop la réalité de ce qu'il y a derrière et surtout de ce que l'on observe au niveau clinique. Parce que la plupart des morts imminentes sont réalisées sur des tables d'opération. Et donc, il y a des statistiques qui sont établies, il y a des témoignages qui sont donnés. Donc, ça fait maintenant presque 30 ans qu'on commence à emmagasiner des sommes de témoignages. Et les sommes de témoignages, ben, il n'y en a pas tant que ça qui voient le petit truc de lumière. Et puis, aujourd'hui, sur un point de vue scientifique, on s'aperçoit ce qu'est exactement cette lumière et à quoi elle correspond. Et qui sont simplement des créations mentales. Donc, et c'est ça qui est très, très intéressant. Donc, du coup, l'expérience qu'il y a derrière la mort, personne. On ne sait pas ce qu'il y a. On peut imaginer tout ce que l'on veut. Donc la seule chose qui est importante aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va se passer demain, c'est ce qui se passe maintenant. C'est maintenant en tant qu'être vivant dans un monde matériel. Nous sommes des êtres à la fois matériels, physiologiques, et des êtres spirituels, émotionnels. Et pareil, la spiritualité, c'est simplement la direction. Être spirituel, c'est donner un sens. C'est prendre effectivement ce sens. En fait, la direction, ce n'est pas l'objectif, c'est le chemin. Donc, c'est pour ça que moi, en commençant mes études en me disant je ne vais pas avoir un métier, parce que pour moi, ça n'a aucun sens d'avoir un métier, je veux simplement comprendre. Quand j'étais tout petit, je disais je veux être ingénieur architecte. Bah, en fait, ingénieur, oui, en effet. Architecte, bah oui, j'ai tellement construit une maison. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ramenons ça à l'être humain en tant que tel. Je suis l'architecte de ma propre vie. Et c'est pour ça que je dois être l'ingénieur, c'est-à-dire créer la nouveauté qui fait de moi un être vivant pour moi-même. Et parce que je suis en cohérence avec moi-même, les gens autour commencent à être cohérents. Les gens sont interpellés à se dire, si lui a pu le faire, si lui, il est bien et heureux dans un monde où il y a plein de gens qui tirent la tronche avec ce qui se passe à l'heure actuelle, pourquoi? S'il est fou, si c'est un imbécile, heureux, ben moi j'ai envie de partager ce petit bonheur. Soyons tous des imbéciles, soyons tous des fous. Voilà, et c'est vraiment cette part d'ombre, c'est la part la plus importante. Est-ce que ce ne serait pas ça, finalement, le sens, un des sens qu'on pourrait trouver à la vie, de progressivement aller travailler à cet alignement entre, trouver cet équilibre entre l'ombre et la lumière, en travaillant pas forcément que du côté de la lumière, mais aussi du côté de l'ombre, pour arriver à... Tout à fait. Je pense que quand on reprend l'histoire de l'humanité au niveau des grands sages, des grands maîtres, etc., si l'on regarde bien, les grands maîtres, ce n'est pas ceux qui montent sur une estrade avec 2000, 3000, 10 000 personnes à faire des hugs. Bon, je ne supporte pas les hugs, mais bon, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, voilà, voilà, à faire des trucs. Non, 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 non. La sagesse, ce n'est pas celui qui parle, c'est celui qui agit. Et on s'aperçoit, ces sages, ils sont quoi? Ils sont souvent loin du monde. Ils sont en retrait, ils sont au contact de la nature, séparés, et ils vivent au retrait en fait de cette société. C'est les gens qui viennent les voir. Donc en un mot, eux, ils vont vivre dans l'ombre, parce qu'ils ne sont pas sur l'estrade, ils ne sont pas à la lumière des projecteurs, ils sont dans l'ombre loin. Et on s'aperçoit que c'est les gens qui viennent les voir. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui va ramener les foules, et les foules vont l'écouter. De l'autre côté, on a quelqu'un qui fait rien, et c'est les gens qui viennent le voir. La sagesse, elle repose là. La sagesse, c'est aussi l'apprentissage. Vous savez, en France, on a les compagnons bâtisseurs. Compagnon bâtisseur, pour moi, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est toujours ce que j'enseignais à mes étudiants. C'est-à-dire que on s'aperçoit que dans les compagnons bâtisseurs, on a le maître. Le maître, il n'enseigne pas. Le maître, il est. Et l'apprenti, lui, il fait quoi? Il ne fait qu'observer. Ce n'est pas un étudiant.
Un étudiant, il ne fait que regarder par le savoir. Un apprenti, il prend avec les mains, il met les mains dedans. L'étudiant, il est assis, il reçoit. L'apprenti, il acte les choses. L'apprenti entre dans la connaissance, l'étudiant entre dans le savoir. Sauf que si vous voulez entrer au plus profond, effectivement, de la part obscure et être pleinement un être humain, il faut être dans la connaissance et pas le savoir. Le savoir, c'est la capacité à voir. La connaissance, c'est la capacité de naître avec. On est avec soi, et parce qu'on est avec soi, on peut naître avec les autres. Et donc, du coup, le sage, ce n'est pas l'enseignant. Le sage, c'est celui qui est. C'est celui qui fait les choses, qui acte les choses. Il n'est pas là à rester les doigts pendus, la tête dirigée vers le ciel, Om Mani Padme Hum, donc voilà, et à prier toute la journée, absolument pas. Le sage, c'est celui qui acte, c'est celui qui va planter ses poireaux, c'est celui qui va récolter ses carottes, c'est celui qui va aménager sa cabane, sa maison, peu importe. En tout cas, il va construire des choses, il va bâtir des choses, il va faire ce que la nature fait. La nature en permanence, il suffit d'observer un arbre. Tous les jours, à part dans les tropiques, c'est une expérience que j'ai faite, donc vous ne voyez pas l'arbre pousser. Dans les tropiques, effectivement, moi j'ai vu certaines espèces d'arbres qui poussent, qui prennent 1 mètre en une nuit. Voilà. Donc la journée il fait beau, la nuit il se met à pleuvoir et le lendemain matin 1 mètre de plus. C'est assez impressionnant. Mais en dehors de ça, on ne les voit pas grandir et pourtant ils travaillent dans l'ombre. Et l'arbre, c'est pareil. Les gens on voit que la partie visible. La partie visible, c'est le tronc et la partie sommitée fleurie. La partie sommitée fleurie est relativement faible et elle est tournée vers le ciel. Par contre, tout ce qui fait la racinité, la solidité de l'arbre, c'est toutes ces racines. Ces racines, elles sont où? Elles sont dans l'obscur. Il faut aller creuser là, dans la grotte, il faut aller creuser dans la terre, il faut aller enfouir. On n'est pas dans la lumière. La partie sommitée, donc, j'ai oublié le nom, c'est le... c'est pas grave. Donc, c'est la partie la plus haute, en fait, qui est dirigée vers la lumière. Mais si vous regardez bien, en dessous de cette partie-là, rien que la partie du tronc et autour, elle est dans l'ombre. Et la structure des racines est toujours supérieure à toute la structure qui est à l'extérieur. C'est-à-dire comme pour nous, au niveau de la conscience. Donc, la partie visible de l'arbre, c'est la conscience, et tout le reste, eh bien, tout ce qui est enfoui dans la terre. Et c'est bien dans la terre qu'il puise son énergie. C'est bien dans la terre qu'il puise sa nourriture. Une petite partie, mais en fait, la partie aérienne, c'est surtout une partie de transformation. Il reçoit quelque chose et la transforme. Gaz carbonique, il va transformer en oxygène. Voilà, on est sur une toute petite activité. L'activité la plus importante, elle est sous terre. Et toutes les grosses transformations, elles se font sous terre. Donc, on a bien ce cheminement à faire. Ce cheminement, il est, en tout cas pour moi, c'est un cheminement qui est vital, que tout le monde devrait expérimenter, parce que c'est ce qui nous permet d'évoluer. Ce n'est pas de créer une révolution. Voilà, des gens, dans l'histoire de France, elle est très marquée pour ça. Les gens n'ont toujours pas compris. Définition du mot de la langue française, une révolution, c'est partir d'un point A et revenir en fait au point A en ayant tourné autour d'un point central. C'est faire un tour. Donc en fait, toute révolution n'est absolument pas une évolution. Parce qu'une évolution, vous allez à un point A et vous allez jusqu'à un point B. Ce point B n'est jamais le même point A. Révolution, absolument pas. La Lune fait une révolution autour de la Terre fait une révolution autour du Soleil. Elle revient toujours à un moment donné, elle repasse toujours au même endroit. Donc toutes les révolutions sont menées en fait à perte parce qu'on ne fait que recréer la même chose au bout de X années, parce qu'on revient au même point. Donc il faut évoluer. Et pour moi, l'évolution de l'humanité, c'est sortir du dualisme et se retrouver connecté avec soi-même dans la part effectivement non visible. Et cette part non visible, c'est elle qui est enseignante, c'est elle qui nous révèle la lumière, c'est elle qui nous fait grandir, c'est elle qui nous fait évoluer. Et c'est dedans qu'on peut transformer notre ADN, c'est dedans qu'on peut effectivement trouver tout ce qu'il faut dans notre organisme, parce que notre organisme sait ce qui est bon et comment se guérir. Donc, etc. Il y a effectivement, c'est tout un chemin, tout un chemin de vie. C'est tout un chemin de vie et ça pourrait donner beaucoup de sens à l'expérience qu'on vit sur cette terre. Et ça Voilà. pourrait et nourrir aussi, expliquer peut-être certaines capacités, plus ou moins selon les personnes de résilience notamment. Tout à fait. Et puis après, la différence qu'on a par rapport aux autres, c'est vrai que moi je comprends pas ce monde. Je veux dire, en tout cas, les humains, les humains.
normotypique. Je veux dire, voilà, il y a des mondes différents. Mais ce qui est le plus important, c'est que je ne vis pas avec mon voisin, je vis avec moi. Je suis né avec moi, je vis avec moi, et la seule personne que je vais rencontrer quand je vais mourir, c'est moi. Je veux dire, donc, dans la différence, quelque part, on est tous différents, qu'on soit neurotypique ou pas neurotypique, on est tous différents. Mais c'est cette différence qui fait quelque part la richesse de nous renvoyer, c'est-à-dire que l'autre est un miroir, uniquement un miroir. Donc on est entouré, on est comme vous savez, dans les fêtes foraines, c'est l'empyrinde de miroirs. Ben, la vie, c'est ça. Tous les êtres qui sont autour de nous ne sont que des miroirs. Donc, j'arrête de regarder l'autre comme un ennemi, j'arrête de regarder l'autre en fait comme quelqu'un qui me veut du mal éventuellement, j'arrête comme quelqu'un qui peut me critiquer, j'arrête de regarder comme quelqu'un, oui, effectivement, peut-être qu'ils disent tout ça, mais je peux peut-être essayer de ne pas entendre. Ou en tout cas de faire passoire. Ça passe, ça sort de l'autre côté. Mais d'utiliser en fait toutes ces personnes simplement comme des miroirs de ce que je peux regarder à l'intérieur de moi. Il y a cette expérience du miroir qui est fabuleuse à faire, c'est que vous regardez droit dans les yeux dans un miroir. J'ai bien dit droit dans les yeux, face à vous-même. Qu'est-ce que vous voyez au plus profond de vous-même? Si vous continuez à aller plus loin, face à ce miroir, vous allez vraiment plonger au plus profond de vous-même et trouver ce qu'il y a en vous. Et tout ce qu'il y a en nous, la question, c'est pas de savoir c'est beau, c'est pas beau, on s'en moque. La question, c'est quelle nourriture je peux trouver au plus profond qui va me permettre simplement d'être qui je suis et de m'accepter tel que je suis. À partir de ce moment-là, la différence des autres, la différence de ce que les autres peuvent penser ou pas penser, ou être ou ne pas être, c'est purement superficiel, rien d'autre. Mm. Merci, merci pour ce partage dense, je dirais, parce que c'est vraiment dense d'informations, en même temps de contenu, et ça ramène bien à la matière aussi, et en même temps subtil dans tous les partages que tu as pu faire, parce qu'on touche des sphères qui sont à la fois scientifiques et humaines et spirituelles, donc qui recoupent à La peu près vie. toutes ces dimensions de l'humain. On n'a pas eu le temps de parler beaucoup de ton activité. S'il y a des gens que ça intéresse, qui veulent en savoir un peu plus, parce qu'on pourrait continuer pendant des heures, je crois, tellement tout ce que tu as Ça, partagé est ça, passionnant. Ça, c'est certain. Je ferai juste par rapport voilà, à la neurophotonique, donc moi, les technologies que j'utilise, en fait, c'est tout simplement par l'intermédiaire des couleurs, parce que comme je dis, de la même manière qu'on boit, de la même manière qu'on respire, on est dans un monde de couleurs. Donc, en fait, la neurophotonique, on va utiliser tout simplement les variations du spectre du photon, donc du spectre électromagnétique, donc variation des couleurs, et pour essayer enfin pour établir, c'est pas essayer, on le fait, et on établit des bilans complets, physiologiques, émotionnels, de personnalité, et psychologique, et qui nous permet en fait de scruter le subconscient. Voilà. Donc c'est pour ça que la partie obscure quelque part, alors beaucoup de personnes n'aiment pas trop justement quand elles sont confrontées à cette réalité, mais effectivement, donc on effectue ces tests et puis ensuite on va recalibrer les choses. C'est-à-dire que si effectivement on a des distorsions qui se produisent parce qu'une émotion a généré en fait une pathologie, toutes les pathologies sont générées par un trouble émotionnel, un accident est créé par un trouble émotionnel. J'ai pu analyser tous mes accidents et comprendre pourquoi je les ai créés dans ma vie, en réponse à quoi. C'est-à-dire que voilà, quand notre subconscient veut nous dire quelque chose, si on n'est pas à son écoute, il va l'exprimer par des actes extérieurs, maladie, accident, rencontre infortuite, etc. Et en fait, c'est ça, c'est miroir. Donc, ce que l'on fait avec cette technologie, c'est que on a une image complète de toute la personne à l'instant T depuis sa naissance. Donc, on sait tout ce qui s'est passé dans l'intra-utérin. Voilà. Donc, quand je dis on sait, Donc c'est-à-dire qu'on depuis sa voit. conception même. Tout à fait, Oui, tout à fait. depuis sa naissance, étudiant, c'est ce qui s'est passé. Non, quand je dis sa naissance, effectivement, je pensais donc de sa conception. Depuis sa conception, tout se construit dans les matrices émotionnelles pendant les 9 mois de grossesse. Donc, ce que j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, ce sont toutes les études scientifiques qui en découlent. Donc en fait, depuis cette expérience intra-utérine, on a effectivement un bilan complet. Alors quand je dis on sait tout, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait et on est capable d'identifier le choc émotionnel. Donc, non pas la nature de ce choc, mais qu'il y a eu un choc émotionnel et quelle interaction ça a eu sur un organe, un ou un groupe d'organes, ou carrément le système systémique. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, quand on a toutes ces distorsions, on peut recalibrer ces distorsions en utilisant de la lumière.
Donc, ce sont des couleurs, des flashings de couleurs sur les ondes delta du cerveau. Donc, la partie où là, le cerveau est le plus actif, c'est-à-dire quand on dort. Donc là, ça se passe, on n'est pas endormi, on regarde simplement un écran avec plein de couleurs, donc qui sont calculées spécifiquement pour la personne. Donc 8 milliards d'individus, on peut proposer 8 milliards de traitements différents, parce que justement, ils sont uniquement calibrés pour la personne. Donc c'est assez, voilà, c'est assez évolutionnaire. Donc, dans le sens où effectivement, il s'est, considéré pour beaucoup comme une nouvelle thérapie, donc respectueuse, non invasive, donc où on va pouvoir effectivement solutionner, beaucoup de choses. Donc on voit beaucoup de choses et on solutionne beaucoup de choses. Donc mais comme tout, faut agir, faut laisser le temps agir. Voilà. Donc, et les victoires ne s'acquièrent non pas en levant un drapeau en disant: «J'ai gagné», mais en renouvelant tous les jours la possibilité de pouvoir se lever et de marcher. Voilà. Magnifique conclusion. Je te remercie beaucoup pour ce partage. On met le lien de ton site internet sous la vidéo pour que ceux que ça intéresse puissent te retrouver. Je te remercie beaucoup pour tous ces partages. Et pour ceux qui nous regardent, si cet échange vous a plu, vous en trouverez d'autres sur la chaîne YouTube, d'autres conversations entre zèbres indépendants qui partent chacune dans leur domaine spécifique. Je les trouve absolument toutes passionnantes, donc je vous invite à les regarder. Et puis, si vous avez un projet de cœur que vous n'arrivez pas à le clarifier, que vous avez besoin de le structurer et de le développer, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet margerieveron.com. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très Merci bientôt. Virginie. Au revoir. Au revoir.